Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Emmanuel Delannoy. Merci beaucoup Emmanuel de nous proposer, tu te mets où tu veux, de nous proposer cette balade, ce voyage. Alors j'ai mis hier soir retrouver le chemin parce que j'ai l'impression que tu vas un peu nous dire qu'on s'est un peu perdu en chemin. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement. Alors je vais vous proposer une petite digression. Tu parlais de valeurs humanistes, de valeurs philosophiques. On peut avoir l'impression parfois qu'on est effectivement un peu perdu en transition. On parle d'ailleurs de transition en permanence, on parle de transition numérique, on parle de transition démographique, on parle de transition écologique, évidemment, de transition énergétique. Mais une transition, ça suppose qu'on sait d'où on vient et qu'on sait à peu près où on va. Or, j'ai parfois l'impression, je ne sais pas si l'impression est partagée, qu'on a un peu perdu nos racines, qu'on a un peu oublié d'où on venait, qu'on ne sait pas trop où on va et surtout on ne sait pas trop où on veut aller. On manque un peu de repères là-dedans. Tout se passe un peu comme si finalement on abordait la traversée du XXIe siècle avec une boussole et avec des cartes d'état-major qui dataient de la première moitié du XXe siècle, voire de la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc il y a comme un léger décalage, et puis du coup on se perd un peu en chemin. On a du mal aussi à discriminer, comme le formule bien Edgar Morin, finalement, entre l'urgent et l'essentiel. Et on navigue en permanence un petit peu entre les deux, et on a souvent tendance à oublier l'essentiel pour aller vers l'urgent. Alors, pourtant, tout avait plutôt bien commencé. Je vous rappelle, voilà, si vous êtes perdu, vous êtes ici, cette petite branche Homo sapiens. Vous savez, il y a cette formule de Janine Benyus qui dit « La vie crée les conditions propices à la vie ». Finalement, notre espèce Homo sapiens, elle n'est pas là complètement par hasard, c'est pas complètement de la chance non plus, mais on va dire qu'on a bien profité de la situation. Nous sommes arrivés à un moment où les conditions étaient prêtes, où d'autres espèces que nous, avaient préparé le terrain, avaient contribué à la formation des sols, avaient contribué à la stabilité de la composition chimique de l'atmosphère, avaient contribué à la fertilité et la stabilité de la composition chimique des océans. Et finalement, on peut dire que nous sommes peut-être encore un peu perdus en chemin, mais plutôt en bon voisinage, et que nous avons des bons compagnons de voyage autour de nous. Ce sont les bons compagnons. Alors oui, vous êtes aussi peut-être un petit peu là. Tout ça pour vous dire que oui, on se sent parfois un petit peu seul dans l'univers. C'est étrange, on passe notre temps et on dépense beaucoup d'énergie, au moins d'énergie intellectuelle, à aller chercher d'autres vies que sur la Terre, à se demander si finalement nous sommes une anomalie, une exception, ou si y a d'autres environnements propices à la vie ailleurs dans l'univers. Certains même envisagent de se dire, puis finalement, c'est pas si grave que ça, une fois qu'on aura tout pourri ici, on ira voir ailleurs. Sauf que non, on a beau regarder, on a beau chercher depuis quelques décennies maintenant, on n'a trouvé nulle part où ça pourrait être aussi bien qu'ici. Donc tant qu'à faire, on va essayer de faire avec ce qu'il y a ici. Alors en 1968, Philippe K. Dick a écrit un roman qui allait devenir un grand classique. Alors je vais faire un petit sondage, là je vais vous demander de lever la main. Qui ici a vu le film, une des deux versions, le film Blade Runner ? Merci. Vous pouvez baisser la main. Et qui a lu le livre dont est tiré le film, qui s'appelle en français Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Beaucoup moins, effectivement. Et c'est tout à fait révélateur parce qu'il y a, comme souvent, un grand filtre qui a été apposé entre le livre et le film. Une des dimensions essentielles de l'ouvrage, c'est l'empathie, c'est le besoin de l'altérité, c'est le besoin d'une coexistence, d'un partage de cet espace vital, de notre coumen, avec d'autres espèces vivantes. En fait, ce qui se passe dans Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, c'est que les animaux ont quasiment tous disparu de la Terre. Que posséder un animal vivant, c'est le signe ultime extérieur de richesse. Et tous les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un animal vivant, parce que c'est vraiment l'exception, ont un mouton électrique ou un autre animal, un avatar mécanique, vers lequel on peut reporter notre besoin de prendre soin, notre besoin d'exprimer son empathie, de parler, de prendre soin d'un autre être que nous. Et finalement, ce que nous dit le roman, c'est que nous avons besoin de l'autre,
nous avons besoin d'une altérité radicale pour nous reconnaître nous-mêmes. Et que l'humanité ne pourrait pas s'épanouir, ne pourrait pas exister sans un vivant non humain, qui soit animal, végétal et bien sûr l'ensemble le plus riche possible. C'est vraiment ça la grande leçon de cet ouvrage. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est tout à fait emblématique. Vers la fin du roman, un des personnages du roman croise dans l'escalier d'un immeuble à moitié abandonné, squatté, poussiéreux, dans un escalier de service, une araignée. C'est un homme qui est dans la force de l'âge. Il a une émotion, il est complètement bouleversé. C'est la première fois de sa vie qu'il rencontre un animal vivant. Donc vous voyez que ce qui nous paraît complètement banal aujourd'hui, dans un monde dystopique, peut devenir une rencontre absolument exceptionnelle. Le paradoxe, c'est que tout se passe aujourd'hui comme si nous avions tendance à aller, par défaut de conscience, par choix par défaut, on va dire, à aller vers un monde qui ressemble de plus en plus, pour d'autres raisons bien sûr, au monde de Philippe Cadic. Nous sommes dans un monde qui est ancré dans le fossile. Nous sommes dans un monde qui est complètement accro au pétrole, au charbon, au gaz, à toutes ces ressources que nous allons puiser finalement dans des legs, dans des cadeaux, des écosystèmes du passé, des écosystèmes qui ont disparu il y a des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années pour certaines ressources. Là, on a un exemple, par exemple, de ces exploitations de sable bitumineux dans l'Alberta au Canada, où on va ravager des paysages entiers pendant des décennies, peut-être des centaines d'années, où on va consommer énormément de ressources, où on va polluer extrêmement durablement les sols, on va consommer beaucoup d'eau aussi, pour extraire du pétrole qui est mélangé avec du sable, et donc qui est beaucoup plus difficile effectivement à extraire que le pétrole conventionnel. Mais tout ça montre jusqu'où nous sommes prêts à aller par cette addiction aux énergies fossiles et par cet ancrage finalement qui est un ancrage dans le passé. Nous ne sommes pas une civilisation qui pour l'instant regarde vers l'avenir, nous sommes encore une civilisation qui a les deux pieds dans le passé tant que nous avons cette dépendance aux énergies fossiles. Et regardez ce paysage, et finalement on se dit que ce n'est pas si éloigné des paysages qu'on pourrait retrouver dans les pires cauchemars de science-fiction, comme Blade Runner justement. Il y a quelques années, anecdote personnelle, j'ai été invité en Chine pour la présentation de mon ouvrage, mon premier livre qui avait été traduit là-bas, et j'ai donné une conférence à Chengdu. Chengdu, c'est la capitale aujourd'hui du Sichuan. C'est une ville qui était encore, il y a quelques décennies, une bourgade provinciale, assez paysanne, assez traditionnelle, et qui aujourd'hui offre un paysage urbain, mais qui est tout à fait ce qu'on pourrait voir dans Blade Runner. Vous savez, on a des écrans qui commencent à envahir un petit peu nos villes. Là-bas, ce ne sont pas des écrans, ce sont des murs numériques, ce sont des façades entières d'immeubles qui sont allumés la nuit, qui diffusent des messages vidéo et sonores. Et on se promène dans une ambiance un peu surréaliste où on se demande vraiment dans quel pays, mais peut-être aussi dans quelle planète et à quelle époque on est. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, et j'ai pu vivre un peu, expérimenter moi-même, ce qu'a ressenti ou ce qu'aurait pu ressentir le personnage de Philippe Cadic quand il croise une araignée. C'est qu'en déambulant la nuit dans Chengdu, à un moment donné, j'ai entendu un grillon. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faisait là, ce grillon? Il est complètement incongru dans ce paysage de béton, de silicone, de kilowatts, de mégabytes. Et ce petit grillon, je me suis dit, mais tiens, c'est un signal, c'est un petit messager, c'est un ambassadeur qui vient nous rappeler qu'avant, à cet endroit-là, il y avait aussi quelques écosystèmes naturels et il y a encore quelques espèces qui continuent à s'accrocher malgré tout ce que nous leur faisons. Et pourtant, encore une fois, le cauchemar de Philippe Cadic se rapproche de plus en plus de la réalité, ou plutôt c'est la réalité qui se rapproche de plus en plus de ce cauchemar. Quand on regarde les grandes masses, les grands chiffres aujourd'hui, je m'intéresse ici uniquement aux mammifères sur Terre, donc mammifères marins et mammifères terrestres. On voit qu'aujourd'hui, la place que nous laissons aux mammifères sauvages, donc c'est-à-dire exclut l'humain et exclut les animaux d'élevage, il ne reste plus que 2,6% de la biomasse totale de mammifères sur Terre qui est non gérée directement par l'homme, qui n'est pas le produit d'un élevage, qui n'est pas issu d'un processus maîtrisé, artificialisé et domestiqué par l'homme. Donc on voit que finalement, nous prenons presque toute la place aujourd'hui. Nous avons vraiment aujourd'hui un problème de partage avec le vivant non humain. Et tout se dessine comme si on pouvait penser vivre un jour seul, avec uniquement des animaux qui nous seraient directement utiles. Je mets des énormes guillemets, parce que nul ne sait quels sont ces animaux qui sont réellement utiles
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut réduire des espèces vivantes, animales, végétales ou fongiques d'ailleurs, à une utilité? Parce que ce qu'on oublie souvent quand on parle de biodiversité, c'est que l'essentiel, il est bien sûr dans la diversité des éléments de ce système planétaire vivant, de cette biosphère. Plus on a d'espèces, plus on a d'individus au sein des espèces, plus on a de types d'écosystèmes, plus on a de diversité à tous les niveaux. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qui est important, l'élément intangible, immatériel de la biodiversité, ce sont les relations entre les espèces, ce sont les relations entre les écosystèmes, ce sont les relations entre les individus au sein des espèces et entre les individus au sein des cohortes écologiques qui peuplent les écosystèmes. Chaque fois qu'on perd une espèce, on perd non seulement l'espèce elle-même, mais on perd les interactions qu'elle avait avec toutes ces autres espèces. Et ce sont ces interactions qui façonnent la biodiversité, qui façonnent, on parle de tissu vivant de la planète, ce n'est pas par hasard, pour tisser, il faut des liens. Et ce sont donc ces espèces qui façonnent les liens de l'ensemble de l'écosystème, qui lui donnent sa cohésion, qui lui donnent sa capacité d'innovation, la capacité, le potentiel d'émergence va sortir de ces relations, et qui lui donne surtout cette petite folie, cette petite capacité d'innover de manière totalement imprévue, et par là même aussi de faire face à l'imprévu. L'imprévu dont on sait aujourd'hui qu'il est la seule certitude que nous ayons. Donc c'est pour ça que cette phrase de François Tscheng, poète français à l'Académie française, nous rappelle que ce qui se passe entre les êtres est au moins aussi important que les êtres eux-mêmes. Nous sommes beaucoup plus que des individus, nous sommes essentiellement des interrelations. Nul homme n'est une île, comme le disait le poète, nous sommes tous reliés les uns aux autres humains, les uns aux autres espèces aussi. Et alors on le voit, on l'a même entendu dans la bouche de la ministre tout à l'heure, le langage de l'écologie, le langage des naturalistes, le langage des biologistes percole de plus en plus dans le monde moderne, percole de plus en plus dans le monde des entreprises. On parle de plus en plus souvent de l'ADN d'une entreprise pour parler de son héritage, pour parler de son cœur de métier. On parle de plus en plus souvent d'écosystèmes d'acteurs. Ben là, vous en avez un. Vous voulez un écosystème d'acteurs qui marche vraiment ? Oui, vous avez un bon exemple. Vous prenez n'importe quelle forêt, vous prenez n'importe quel ripisylve, vous savez, ces peuplements d'arbres le long des rivières, vous prenez n'importe quelle zone humide, n'importe quel récif corallien, n'importe quelle prairie humide ou sèche, vous avez un écosystème qui marche vraiment bien. Et un écosystème qui marche vraiment bien, c'est quoi? C'est un écosystème qui va chercher son énergie directement depuis le soleil, le rayonnement solaire, qui va concentrer cette énergie, qui va la capter, qui va la stocker durablement. Un écosystème qui va produire sur place l'ensemble de ces matériaux et ne produire aucun déchet, et qui va recycler en boucle, en permanence, l'ensemble de ses constituants. Un écosystème qui va s'enrichir de liens et qui va développer et renforcer ces liens en permanence avec une communication formelle, informelle, immatérielle, matérielle. Tous ces éléments sont reliés entre eux par des flux d'informations et des flux d'énergie. Un écosystème qui va, là aussi, comme l'énergie, capter l'eau, la stocker, la recycler en permanence, l'épurer, la traiter, tout ça de manière extrêmement vertueuse, avec une grande sobriété dans l'utilisation des moyens et une grande élégance finalement dans la manière dont tout ça va s'agencer. Voilà un écosystème qui marche vraiment, et voilà une source d'inspiration formidable pour l'ensemble des acteurs et des agents économiques. Nous ne sommes pas que ça, mais nous sommes aussi ça que nous sommes dans cette salle. Encore une référence poétique, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Michelet, on le sait, Michelet l'historien, a écrit aussi un livre sur les insectes, et Michelet disait « Il y a un monde sous ce monde ». Il est essentiel que nous retrouvions la capacité d'observer ce monde invisible, ce monde sous nos pieds, que nous oublions, que nous négligeons. À l'inverse de la mythologie, ce n'est pas le géant Atlas qui porte l'univers, ce sont au contraire des organismes microscopiques qui portent l'ensemble de la biosphère et sans lesquels nous ne serions rien, sans lesquels nous ne pourrions ni digérer, ni respirer, ni lutter contre les maladies, ni même nous reproduire. Je prends juste un exemple. Nous vivons en permanence avec des cohortes de bactéries symbiotiques que nous abritons dans notre enveloppe corporelle. On estime qu'il y a à peu près 1000 fois plus de cellules non humaines dans une enveloppe corporelle humaine que de cellules humaines, à peu près 2,5 kg de bactéries par personne. Nous ne connaissons même pas
l'ensemble du génome de ces cellules extra-humaines. Nous sommes chacun d'entre nous des écosystèmes complexes, chacun d'entre nous des écosystèmes uniques, reliés les uns aux autres. Pour les plantes, cette flore, elle n'est pas interne, elle est externe. Ces symbiotes, ce sont les champignons, ici on le voit avec le réseau mycellaire, et aucune plante n'est capable de puiser directement les nutriments dans le sol sans l'aide de ces champignons. Donc comme nous, elles ont besoin d'une aide de symbiotes microscopiques, invisibles la plupart du temps à l'œil nu, pour échanger et s'épanouir dans leur milieu. Il est vraiment important de reprendre conscience de ce qu'on ne voit pas. Et enfin, prendre conscience de tout ça, c'est retrouver le vrai sens finalement du cahier des charges qui s'impose à nous. Ce qu'on voit là, c'est un système fermé, c'est-à-dire que ce n'est pas un système qui est complètement clos, il échange de l'énergie, ne serait-ce qu'à travers le rayonnement solaire. Si on a pu prendre cette belle boule bleue en photographie, c'est qu'elle reçoit et elle renvoie de la lumière. Mais par contre, on n'est pas non plus sur un système ouvert, c'est-à-dire que c'est un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Un système fermé, donc. Et s'épanouir durablement dans un système fermé, est-ce que ce ne serait pas là la véritable définition de ce qu'on appelle très souvent encore, peut-être à tort, le développement durable ou le développement soutenable? S'épanouir durablement dans un système fermé. Ça nous paraît difficile aujourd'hui. On cherche, on est un peu perdu en transition, encore une fois. On se pose des grandes questions, on se fait des nœuds au cerveau, et pourtant, il semblerait que les réponses soient toutes simples et que beaucoup d'espèces vivantes non humaines, des algues, des champignons, des arbres, des fourmis, des oiseaux, des insectes, des mammifères de toutes sortes, y arrivent très bien depuis des millions d'années, depuis des milliards d'années. Je ne vois pas pourquoi cette espèce qui est la nôtre, Homo sapiens, avec son gros cerveau, autoproclamé sapiens, ne serait pas capable de répondre à ce cahier des charges. Et en fait, on voit bien que les raisons de notre désarroi, elles ne sont pas techniques, elles ne sont pas technologiques. Toutes les solutions sont là. Je pense que même au niveau technique que nous avons atteint aujourd'hui, nous avons largement de quoi résoudre les enjeux de la transition écologique. Mais même s'il nous manquait quelques solutions, nous avons toute cette source d'inspiration à travers ce vivant qui fonctionne si bien, si harmonieusement depuis des milliards d'années, que les solutions, si on ne les a pas, il suffit de se pencher pour aller les chercher. Le problème, il n'est pas non plus économique. On entend souvent dire qu'il y a des freins économiques. Non, le problème, il n'est pas économique du tout. Il y a au contraire une véritable rationalité économique à rentrer dans cette transition, et à y rentrer à fond, de plein pied, des deux pieds. Le problème, c'est que pour ça, il faut qu'on apprenne à compter. Parce que quand on fait de l'économie aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne sait pas compter. On ne sait pas compter, pourquoi? Parce que quand on crée de la valeur quelque part, quand on a une activité à un moment donné, elle va effectivement, localement, dans un espace-temps considéré, générer de la valeur. Mais elle va en détruire ailleurs, ou elle va en détruire un peu plus tard, au même endroit, mais dans un espace-temps un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle les externalités. Une externalité, c'est un effet non intentionnel d'une activité économique. Et une externalité, c'est un coût qui est supporté par quelqu'un d'autre, ici et maintenant, ailleurs et maintenant, ou demain. Et on ne sait pas compter ça. On ne sait pas les valoriser, on ne sait pas les intégrer encore aujourd'hui dans le modèle économique. C'est vraiment ce qui nous manque, c'est cette rationalité économique complète. Alors, on devrait apprendre à le faire. Et que le jour où on saura le faire, on se dira, mais finalement, tiens, la récolte que je prépare pour aujourd'hui, c'est important, je vais la rentrer dans mon compte d'exploitation. Mais la manière dont je prépare les conditions pour la récolte de demain, ça, aujourd'hui, je ne sais pas les comptabiliser. Et pourtant, c'est ça qui est essentiel. C'est là le petit parallèle qu'on pourrait faire avec la permaculture, c'est que quand on est en permaculture, le grand adage principal, c'est qu'on nourrit le sol, on ne nourrit pas la plante. Mais en nourrissant le sol, on prépare la récolte de cette année et on prépare les récoltes futures. On a un double agenda, et ce double agenda est complètement compatible. Et tout marche. Quand on arrive à le faire, quand on arrive à travailler avec le vivant, quand on arrive à faire équipe avec la vie, pour reprendre l'expression de Robert Barbeau, ça fonctionne plutôt bien. Et on arrive à avoir des écosystèmes qui se régénèrent, on arrive à avoir des espèces, ici c'est de l'Arnica montana, c'est une photographie qui est prise dans le parc naturel régional des Vosges, on arrive à avoir des espèces qui retrouvent une dynamique, et à travers ces espèces, parapluies, piliers aussi de toute une économie locale, de tout un écosystème d'acteurs économiques locaux,
on a des véritables dynamiques qui se réinstaurent et on a une diversité qu'on peut retrouver, de l'intensité des liens qu'on va pouvoir régénérer. Donc nous sommes complètement capables de le faire aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a aucun frein, si ce n'est des freins qu'on a dans nos têtes. Je l'ai dit, les problèmes, ils ne sont pas technologiques, les problèmes ne sont pas économiques, les problèmes, ils sont culturels, ils sont anthropologiques. On a besoin d'un nouveau récit, on a besoin d'un nouvel imaginaire collectif, on a besoin d'un horizon vers lequel tendre nos désirs, on a besoin d'inventer un nouveau rapport au vivant qui ne soit plus un rapport de conquête, qui ne soit plus un rapport de domination. Et justement, ce rapport de conquête et de domination, il est à l'origine de la pensée moderne. C'est cette petite phrase qu'on doit à René Descartes au sein du discours de la méthode, écrit en 1637, alors avec Descartes, Francis Bacon et des tas d'autres. La pensée moderne, c'est quoi l'intention? C'est de mobiliser tous les ressorts du savoir, de la connaissance, de la technique, pour abolir ou tendre vers abolir le hasard, et pour nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Le comme est important. C'est un horizon, c'est pas une but, c'est pas une fin en soi. Écrit dans ce contexte-là, cette phrase, elle a tout son sens. Petit âge glaciaire, grande période de famine, de pandémie, les gens tombaient comme des mouches. Il fallait les nourrir, il fallait les soigner. On avait besoin d'un progrès technologique immédiat. Mais le corollaire de cette pensée-là, c'est qu'elle nous a amenés vers un modèle de pensée qui est un modèle de pensée réductionniste. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les éléments d'un système, on se concentre sur les entités, on passe son temps avec une logique d'horloger à décomposer les systèmes complexes en petits éléments qu'on espère pouvoir mieux comprendre que le système global. Mais quand on a fait ça, on a perdu de vue les interactions et on a perdu de vue ce qui est l'essentiel, comme nous le rappelle aujourd'hui François Tcheng. Et donc l'enjeu, ce n'est pas de renoncer à cet héritage de la modernité, c'est d'aller plus loin. C'est de nous appuyer sur les épaules des géants pour regarder un petit peu plus loin. Et finalement retrouver cette aisance que nous avons tous individuellement à naviguer dans la complexité, mais que nous passons notre temps à désapprendre individuellement et collectivement. Si vous prenez votre vélo pour faire quelques kilomètres en ville ou ailleurs, vous n'avez pas besoin de maîtriser parfaitement toutes les mathématiques de la cinétique et de l'équilibre en vélo qui tiennent dans des volumes assez décourageants à lire. Vous n'avez pas besoin d'anticiper, de savoir à l'avance tout ce qui va se passer sur votre trajet. Vous ne maîtrisez pas en fait les éléments qui vont se passer sur votre trajet. Mais vous allez interagir de manière dynamique, souvent assez ludique d'ailleurs, avec cet environnement complexe, et on s'en sort très bien. Et il y a une véritable grâce, il y a une véritable élégance à danser avec les éléments. Je ne pouvais pas continuer cette introduction sans évidemment ce clin d'œil à Joël de Ronet, grand surfeur devant l'éternel, auteur de Surfer la vie. Cette référence au surf, c'est un autre sport d'équilibre aussi, et c'est finalement peut-être une réponse à la pensée moderne et une manière d'envisager d'aller plus loin. Le surfeur, est-ce qu'il est, à votre avis, maître et possesseur de la vague? Est-ce qu'il contrôle la hauteur, la puissance, la direction, la vitesse de la vague? Non, en aucun cas. Il compose avec un réel qu'il ne maîtrise pas. Il compose en harmonie. On parle de l'art du surfeur, d'ailleurs, plus que du sport, du surf. Et l'objectif, c'est effectivement d'utiliser la puissance de la vague pour se propulser et rester à la crête de la vague. Ben, ça peut peut-être nous inviter à méditer sur un troisième âge de la relation entre humains et non-humains sur cette planète, et se dire que finalement, après le néolithique, que nous avons accentué avec la révolution industrielle, que nous avons accentué avec la révolution agricole, il serait peut-être temps de passer à une ère post-néolithique, à une ère dans laquelle les relations entre humains et non-vivants, et non-humains, pardon, lapsus dévastateur, entre humains et non-humains, vivant tous ensemble sur cette planète, une relation qui pourrait être beaucoup plus joueuse, beaucoup plus fondée sur des interactions dynamiques, beaucoup plus fondée sur de la coévolution et de l'adaptation en permanence, plus que sur de la maîtrise, plus que sur de la conquête. Il y a un véritable enjeu de partage. Il y a un partage des ressources, aujourd'hui, ici et maintenant. Il y a un partage de l'espace, mais il y a un partage aussi de l'avenir et de la manière dont nous allons aborder ensemble cet avenir. Et justement, pour aborder l'avenir, peut-être qu'il est intéressant aussi de retourner aux racines des mots, aux racines fondamentales. Ne parlons plus de transition, ne parlons plus de développement durable, ne parlons plus de développement soutenable, parlons de prospérité. Qu'est-ce que c'est que la prospérité? Quand on revient à ces deux mots grecs, pro
en avant, spéro, bondir, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir. C'est la réponse parfaite à la définition que donnait Amartya Sen, ancien prix Nobel d'économie, de la pauvreté. Amartya Sen disait souvent, la pauvreté, ce n'est pas une question d'argent. On peut être pauvre et avoir beaucoup d'argent. Non, la pauvreté, c'est l'incapacité à agir sur son futur. Quand on est pauvre, on ne peut pas faire d'investissement, on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, on ne peut pas forcément se soigner, et donc on ne prépare pas l'avenir. La prospérité, c'est au contraire la capacité à agir sur son futur, la capacité à nous projeter sur le futur, et ça suppose ça, de retrouver confiance en nous-mêmes, de retrouver confiance en l'avenir, ça suppose de restaurer les liens de confiance qu'il va y avoir dans la société. Et nous sommes à ce moment paradoxal, où nous avons peut-être atteint d'ailleurs un paradoxe historique, c'est que nous avons une société qui a plus de moyens techniques qu'elle n'en a jamais eu, et pourtant c'est une société qui n'a plus confiance en elle et qui a peur de l'avenir. Le véritable enjeu de cette nouvelle relation au vivant, de cette humilité, de ce renoncement, peut-être qu'il faut faire le deuil de cette quête de maîtrise, c'est de nous projeter vers autre chose et vers une nouvelle relation qui nous donnera plus de confiance en nous-mêmes et plus de confiance en l'avenir. Et je vais terminer par une autre citation, une dernière. C'est que, on le sait, on le retrouve aussi d'ailleurs à travers ce mot bantou africain qui veut dire Ubuntu, qui fait que nous ne sommes pas des individus, nous ne sommes pas des îles, nous ne sommes pas isolés, île ça veut dire isolé, hein. Nous sommes des relations, nous sommes le produit, le coproduit de nos liens avec l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent. Ce qui est vrai d'un être humain adulte ou d'un enfant en train de grandir dans une famille, dans une société, dans un ensemble de relations, c'est que nous sommes le résultat permanent, nous sommes façonnés en permanence par ces relations. Mais ce qui est vrai d'un individu, l'est vrai aussi d'une espèce. Et c'était ça le grand message de Philippe Cadic, c'est de dire la biodiversité. Si on perd la biodiversité, on perd aussi nos relations avec la biodiversité, on perd cet autre dans lequel nous pouvons nous retrouver, et donc on se perd nous-mêmes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel Delannoy pour le rappel de ces fondamentaux. On a 5 minutes, on va essayer de créer un peu d'interaction puisque vous avez compris que c'était essentiel à la vie. Donc on a 5 minutes de questions-réponses. Je veux bien que vous attrapiez un polo blanc Biomime Expo pour poser votre question. Peut-être une première pour lancer les choses, Emmanuel. Est-ce que tu as une ou deux idées ou est-ce que tu perçois des mouvements dans la société actuelle qui font que on reprend contact et on reconsidère autrement notre relation au vivant? Ou est-ce qu'on est sur la bonne voie? Ou est-ce que tu vois des signes encourageants? Ou est-ce que tu as un ou deux conseils à donner pour que dans des organismes, dans des établissements divers et variés, on reprenne ce contact avec le vivant? On voit beaucoup de signes intéressants, on voit aussi beaucoup de signes décourageants, mais cela, il ne faut pas les regarder trop. J'étais dimanche soir avec des jeunes futurs actionnaires d'un grand groupe français, donc qui s'apprêtaient à prendre la relève de la direction. Et je les ai emmenés dans la nature, je les ai emmenés dans une forêt, on a fait des commentaires, on a parlé des arbres, des champignons, etc. Ils étaient tous absolument émerveillés. Et je me dis qu'il y a une nouvelle génération qui est prête à s'émerveiller pour des choses extrêmement simples, extrêmement humbles. Et dans la discussion après, pareil, on avait cet échange, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas? Je leur ai rappelé que moi, quand j'avais leur âge, on jetait encore des déchets nucléaires en pleine mer, à quelques centaines de kilomètres des côtes de l'Europe. Donc oui, on a fait quelques progrès quand même. Oui. Et je vous rappelle que Bourville, dans le Cornio, et ça passait totalement inaperçu à l'époque, prend la batterie, vous vous souvenez de la scène? Et bon, il y a des diamants dans la batterie, mais il ne le sait pas à ce moment-là. Il prend la batterie, il va la balancer au pied de la falaise, et tout ça, c'est dans un film grand public, grand spectacle, etc. Ça pose de problème à personne. Évidemment, on ne ferait plus ça aujourd'hui. Donc oui, c'est pas toujours évident de se voir évoluer ou grandir, mais quand on se retourne, généralement, on constate que quand même, nos pas dessinent un chemin. On prend une ou deux questions, s'il vous plaît. Vous savez, c'est ce niveau, la mycorhize, là, quand les racines et le mycélium se touchent, se contactent. Ah oui, Gilles, ici au premier rang, a une question. Ce ne sera pas une question, oui. Tu l'as bien abordé d'ailleurs. Plutôt récemment au Congo, avec des gens de la forêt, pour réintroduire quelques... Attends, Gilles, s'il vous plaît. Gilles Boeuf, s'il vous plaît. Nous étions au Congo pour réintroduire quelques bébés bonobos qui avaient été arrachés à leur mère, qu'on avait essayé de repréparer à une libération dans le milieu naturel. Et je parlais avec les populations locales. Et tout est là quand tu as parlé de la pauvreté tout à l'heure.
Ces gens-là me disent, tu sais, tu viens avec beaucoup d'argent ici pour relâcher 4 bébés bonobos. D'abord, ils vivent chez moi, je ne les ai jamais vus. Je n'ai pas le droit d'aller les voir dans la forêt puisque la réserve leur est interdite. Donc je ne les connais pas. On m'a dit qu'ils étaient là, mais je ne les connais pas. Deuxièmement, tu as mis beaucoup d'argent pour faire ça. Et moi, je ne sais pas demain comment je vais alimenter mes enfants. Donc je crois qu'on est vraiment là, et tu l'as bien abordé aussi, sur ce dualisme-là. On est dans un système aujourd'hui, cette fameuse maîtrise du système, où chaque travail que l'on fait aujourd'hui ne fait qu'agrandir le fossé entre les riches et les pauvres. Et ce qu'on vit en ce moment sur les mouvements sociaux que l'on voit en France, c'est totalement en accord avec ceci. Si on ne résout pas d'abord cette question justement de l'extrême pauvreté, on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut faire là. Et je terminerai en disant simplement que dans l'extrême pauvreté, 70% des extrêmement pauvres sont des femmes. Merci Gilles. Allez, oui, merci beaucoup. Rodolphe Debord. Voilà, bonjour, comme ça je suis discret. Ouais. J'ai été frappé par la ressemblance, Emmanuel, entre ce que tu as raconté sur l'humilité face à la nature et le fait de ne pas rechercher la maîtrise, puisqu'on navigue avec grâce sur nos vélib dans Paris quand il roule. C'est une marotte annuelle que je fais. Je suis assez frappé par le parallèle avec ce qui est écrit notamment par Frédéric Laloux sur les entreprises libérées, puisque les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui le mieux sont des entreprises où il n'y a plus l'illusion du pouvoir auprès du PDG, qu'il soit un homme ou une femme, mais qu'au contraire, une responsabilité et la conscience de l'entreprise, elle est partagée par tous les humains, avec chacun ayant son rôle. Est-ce que c'est un hasard qui est ce parallèle-là, ou est-ce que c'est des choses que tu as observées qui en fait convergent ? Ce n'est pas un hasard, c'est effectivement une observation. Ça fait aussi le lien avec ce que disait Gilles à l'instant, c'est que si on ne crée pas les conditions de la confiance, et les conditions de la confiance, elles sont aussi sur un partage équitable, mais partage équitable d'ailleurs de l'accès aux espaces naturels, de l'accès aux réserves dont tu parlais, partage équitable des ressources, partage équitable de la décision et de l'expression. Si on ne crée pas ces conditions-là, si on ne crée pas les conditions de la confiance, il n'y aura pas d'initiatives sur lesquelles on pourra s'appuyer. Une entreprise libérée, c'est une entreprise qui a d'abord fait un travail sur les conditions de la confiance pour que les initiatives puissent émerger. Une entreprise libérée sans que personne prenne la moindre initiative, ça ne sert à rien. Et j'ai connu des exemples d'échecs, d'ailleurs, d'entreprises où tout en haut, on a dit ouais, on va libérer l'entreprise. Ok, mais si on n'a pas préparé le terrain, les gens se disent c'était plus simple avant quand il y avait un chef, parce que là il faut prendre une décision, et puis derrière si ça ne marche pas, je me fais taper dessus. Ce n'est pas une entreprise libérée, ça. Donc on travaille d'abord effectivement sur le sol, comme en permaculture, sur les fondamentaux, et après ça peut pousser. Je vous renvoie aux travaux de Jérôme Casas à l'université de Tours, parce que j'adore cet exemple. Il travaille sur les poils sensoriels des pattes de grillon. Le grillon, il vit dans un sous-bois sur des feuilles mortes et il n'a pas de refuge, il n'a pas de tanière, entre guillemets. Et quand son prédateur arrive, qui est une araignée, il a intérêt à être hypersensible au moindre courant d'air que provoque l'araignée en se rapprochant de lui. Donc il a des poils sensoriels à la base de ses pattes, et ces poils sensoriels sont ultra sensibles au moindre filet d'air. Mais ce qui est intéressant, tu vas comprendre, Rodolphe, pourquoi j'arrive là, c'est que ce poil sensoriel, il est vachement intéressant parce qu'il s'en inspire pour développer des microcapteurs super sensibles à tout un tas de détections de gaz, etc. Mais il travaille en boucle locale. Il y a une boucle locale de décision qui fait que le poil sensoriel, il chope un courant d'air qui lui dit qu'un prédateur est en train d'arriver et immédiatement, il actionne la patte pour partir. Donc, autrement dit, ça ne remonte pas au board. Alors, qu'est-ce qu'on fait Peut-être on refait une réunion. Non. Donc, devenez des poils sensoriels et transformez vos collaborateurs en poils sensoriels. Le vivant est hyper réactif à son environnement, c'est aussi une clé de la résilience. Une dernière question pour Emmanuel. Donc, activez vos poils sensoriels pour être à l'écoute de signaux faibles. Merci beaucoup, Emmanuel Delannoy. Une dernière question. Oui, bonjour. J'ai une question à propos de l'empathie, puisque vous dites qu'il faut en effet se montrer empathique. Est-ce que vous pensez qu'il faut que l'humain travaille sur son empathie, justement, puisque jusqu'à maintenant, on est beaucoup dans la compétition. Et est-ce qu'il faut du coup faire des exercices pour se montrer plus empathique et travailler pour être ensemble et être ensemble pour le vivant?
Ça va avec le référentiel culturel, ça va avec cette humilité, ça va avec cette écoute du vivant, que ce soit avec nos poils sensoriels ou autre chose. Mais clairement, tiens, il y en a un chiffre que je n'ai pas cité, c'est les taux d'extinction, pas d'extinction, d'effondrement des populations d'insectes. On est à 80% d'effondrement des populations d'insectes en 40 ans à peu près. Et ça, c'est mesuré sur des suivis longitudinaux, y compris dans des aires protégées. On n'a aucune empathie pour les insectes. C'est plutôt quelque chose dont on a envie de se débarrasser. Quand on comprendra le rôle essentiel qu'ont les insectes dans le fonctionnement de cet écosystème, quand on comprendra que ce sont eux qui nous portent et pas nous qui les portons, là, on retrouvera peut-être un peu d'empathie, sinon pour eux, du moins pour nous-mêmes, à travers eux. Merci beaucoup, Emmanuel Delannoy. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci beaucoup, Emmanuel. À tout à l'heure.